Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un talk qui tombe à point nommé, un talk de rentrée. Avant de reprendre à fond pour une nouvelle saison, j'ai voulu la jouer solidaire, j'ai voulu accompagner les plus jeunes en ce mois de septembre autour d'un thème essentiel. On va donc parler du rapport à la table que découvrent les enfants. Et forcément, en ce jour de rentrée, j'ai voulu parler d'un des premiers restaurants qu'on fréquente en général dans notre vie, le restaurant scolaire, la cantine. C'est vrai, finalement la cantine, c'est la plupart du temps la première expérience d'un partage collectif, d'une salle comble à l'heure du repas, de voisins de table qu'on ne choisit pas, d'un menu proposé. C'est un chef aussi qui cuisine pour nous chaque jour. Enfin, dans le meilleur des cas, car je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais malheureusement, souvent, quand on prononce le mot de cantine, j'entends remonter de mauvais souvenirs. Pour ma part, c'était un temps plutôt béni, un temps de rire, un temps de convivialité, et j'ai un souvenir ému quand je repense aux friands au fromage, aux pizzas dans leurs petits moules en aluminium, au goût du pain blanc, aux pichets d'eau fraîche en métal, à Jacqueline, ma cantinière, qui ne manquait pas de tempérament et de générosité. Je n'ai pas pour autant de souvenirs de grands régals, ni de grandes découvertes, mais je m'en sors bien, et je sais que pour beaucoup, la cantine a scellé le sort de bien des plats, ou de certains légumes notamment. Pourtant, je me dis qu'on ne peut pas baisser les bras, que c'est trop important, que le goût, la cuisine, l'attention qu'on peut porter aux produits, c'est capital en termes d'éducation. Et heureusement, il y a des gens qui s'engagent pour améliorer la situation. J'en ai trouvé deux qui, chacun à leur manière, se battent pour non seulement redorer l'image de la cantine, mais surtout pour faire comprendre les enjeux qui se nouent en cet instant. Car au-delà du goût, aux enfants, on peut parler de saison, on peut parler de gaspillage, d'environnement, on peut élargir culturellement le spectre et offrir aux plus jeunes l'occasion de belles découvertes. Si, vous allez l'entendre de la bouche de Camille Labro, journaliste, auteure et fondatrice de l'école comestible, qui a pour but d'impliquer élèves et enseignants, animateurs par des cours de cuisine, de botanique ou de maraîchage dans les écoles primaires. Tout ça dans le but de créer le lien entre ceux qui mangent et ceux qu'ils mangent. Elle sait faire aimer les légumes aux enfants et elle va expliquer comment. Un autre micro aujourd'hui tendu vers l'expérience quotidienne de Guillaume Delceau que vous pouvez suivre sur les réseaux sous le pseudo Guillaume le Cantinier. Depuis le lycée où il travaille dans les Deux-Sèvres, il investit TikTok et Instagram pour montrer qu'à la cantine, on peut manger varié, bon et sans gaspiller. Ils vont donc nous expliquer leur vision et nous raconter comment ils agissent pour apprendre à bien manger aux adultes de demain, mais avant toute chose, il y a quelque chose qu'il faut qu'on mette à terre tout de suite, c'est l'image qu'on se fait et qu'on a tous en tête ou qu'on a tous entendu. La cantine, c'est pas bon. Moi j'entends plein de chefs qui nous disent, par exemple, j'arrive à faire manger des légumes, ils se targuent de faire découvrir à certains des brocolis ou des choses comme ça en se disant, on a tous le souvenir du brocoli à la cantine. Comment on fait déjà pour s'attaquer à cette montagne qui est une image assez répandue, assez commune, qui fait que le goût et la cantine sont presque deux choses antinomiques. Le bon goût en tout cas. Alors les légumes chez les enfants, déjà ça commence par une éducation alimentaire, j'ai envie de dire. Et s'il n'y a pas cette éducation alimentaire par les parents, par le milieu scolaire, par le milieu associatif, je pense que pour nous ça va être compliqué après en lycée de faire pouvoir apprécier des légumes à des élèves. Mais rassurez-vous, il n'est pas trop tard. Même au lycée, on peut quand même avoir cette culture du légume. Mais je crois qu'il y a un truc que Guillaume oublie parce qu'il est dedans et qu'il est lui-même cantinier. Pour moi, c'est évident. Pour mettre cette question à terre, il ne peut pas y avoir de bon dans les cantines s'il n'y a pas quelqu'un pour cuisiner. Et ça commence là. Et donc, ça commence avec des gens comme Guillaume pour cuisiner quelque chose et savoir pour qui il cuisine et que les enfants, les convives de la cantine sachent qui cuisine pour eux. Remettre de l'humain dans tout ça, c'est la base. Ça, c'est une des vocations de l'association, de l'école comestible, justement, de structurer autour de personnes qui portent ces valeurs-là. Est-ce que c'est... Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, c'est vraiment deux univers très différents, la cantine et l'école. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie du problème. C'est qu'aujourd'hui, dans le temps scolaire, il y a des sous-divisions. Tout est en silo, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le temps scolaire qui est dédié à la pédagogie, aux apprentissages, etc., qui est le temps des profs, qui est le temps de l'éducation nationale. Et il y a le temps périscolaire. Alors, ce temps périscolaire, ça va être ce qui est avant, après l'école, et ce qui est au milieu, à midi. D'accord, et ce temps méridien, on l'appelle le temps méridien, c'est considéré comme un temps non pédagogique, un temps où les enfants peuvent jouer dans la cour,
se nourrir, mais il y a... il n'est pas investi. Il n'est pas du tout investi et surtout, il est complètement dissocié du temps pédagogique. Donc nous, à l'école comestible, on travaille beaucoup sur le temps pédagogique avec les enseignants. Mais on essaye, et c'est parmi les choses les plus dures, et je pense qu'on y reviendra, on essaye de créer des liens avec les cantines. Mais comme ce ne sont pas du tout les mêmes interlocuteurs, et que souvent, il n'y a pas d'interlocuteur, parce qu'il n'y a pas des Guillaume le cantinier partout. Voilà, on ne fait pas partie de l'éducation nationale, et on est soumis à une hiérarchie autre, ce qui fait qu'on n'a pas ce même rapport à l'éducation alimentaire. Alors, on fait passer l'éducation alimentaire par la découverte de nouveaux goûts, par la proposition de plats différents, par la proposition de nouvelles recettes, dans ce sens-là. Mais après, d'un point de vue éducation alimentaire stricte, et on n'a pas du coup la formation aussi pour ça. On n'a pas le temps pour ça. C'est tout un ensemble, et faire ce lien entre l'éducation pédagogique et cette éducation dans le temps périscolaire, ça me paraît tout à fait utile. Alors quand je fais, on va changer de sujet, mais on va parler de gaspillage alimentaire. C'est une sorte d'éducation aussi. C'est une sorte d'éducation qu'on peut inculquer aux élèves pendant ce temps périscolaire. Donc il y a un temps qui est déconsidéré, en fait, qui est décorrélé, et en fait où l'enseignement et l'apprentissage de valeurs n'a plus cours. Et nous, on nous dit même, quand on propose de faire des liens avec ce temps de la cantine, on nous dit ah ben non, ça c'est le temps de repos. Vous n'allez pas les embêter avec de la pédagogie. C'est génial. Pour des gens qui déjà les saoulent pendant 8 heures et qui vont à l'encontre alors que ça les intéresse, les élèves. Je suis sûr que ça les intéresse si c'est bien amené. Oui, puis pour le coup, c'est une forme de, c'est quelque chose d'un peu plus ludique que d'être assis sur une chaise. Dans une salle de cours. Est-ce on va revenir justement sur la manière dont on peut faire basculer des valeurs et les transmettre sur ce temps-là qui est un petit peu déconsidéré. Mais moi, il y a des choses que je voudrais déconstruire auparavant, la notion de collectif et de goût. Est-ce que aujourd'hui on peut, alors on va parler des gens évidemment parce qu'il nous faut des ambassadeurs, mais est-ce que globalement on peut nourrir en nombre et avec des choses de qualité et un résultat en termes de goût satisfaisant? Il y a un grand débat et je vous remercie de me poser la question parce que c'est un sujet, je vais pas dire grave, mais c'est un sujet qui fait débat en tout cas. On peut faire bien, si on résume un petit peu la situation, on peut faire bien manger dans les restaurants scolaires en France. On peut faire très bien à manger dans les petites structures qui vont aller de 50 à 200, 300 convives. Au-delà de 500, 1000 élèves, on peut faire bien à manger. Mais dire qu'on peut faire 100% de fait maison bio et local dans les cantines, dans toutes les cantines de France, c'est pour moi une utopie. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui fait débat et il faut s'atteler. On peut faire toujours mieux, mais pour des questions de structure, de territoire. On n'a pas tous les mêmes territoires équivalents en France. Le chou-fleur va être produit en Bretagne. On se parle de quoi? De fournisseurs, d'approvisionnement, de choses comme ça? Oui, voilà, c'est ça. Oui. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Et du coup, il faut essayer de jongler avec tout ça pour aller au mieux dans cette question du bien manger dans les restaurants scolaires. Et à l'opposé de ça, il existe encore en France des restaurants scolaires où on est très très loin du bien manger encore. Et c'est aussi pour ça qu'on est là autour de cette table pour en parler. Alors comment, justement, quels sont les leviers que vous, indépendamment dans l'association et Guillaume dans sa cantine, vous activez justement pour renouer un petit peu avec la qualité et la vocation première qui devrait être bien manger? Nous, ça démarre avec donc l'apprentissage. Comme le disait Guillaume tout à l'heure, l'éducation alimentaire est fondamentale. D'ailleurs, on est très content parce qu'on vient de lire une petite citation de Jean-Marc Jancovici, quand même, ce grand penseur du monde moderne, qui dit que pour compenser les coûts supplémentaires liés à l'agriculture et au réchauffement climatique, il va peut-être falloir juste réapprendre à tout le monde à cuisiner, et donc avec des cours de cuisine à l'école. Bon, ça valide nos actions, on est très contents. Mais il y aura rien de tout ça. Enfin, il y a aussi la question de que mange l'enfant au jour le jour, à la cantine, dans sa famille. Souvent, la cantine, dans les milieux défavorisés, est le seul repas équilibré de la journée. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ce repas soit bon pour qu'il le mange, qu'il soit pas seulement nutritionnellement équilibré?
Et que l'une des clés, c'est pas seulement d'y mettre des bons légumes bio, si tant est qu'on le puisse, c'est aussi de familiariser les enfants à ces goûts. Parce que nous, on le voit tous les jours dans tous nos ateliers, les a priori des jeunes vis-à-vis de ces pauvres légumes. C'est un manque de connaissances. C'est un manque de connaissances. C'est on se parle que de légumes, depuis le début, on se parle que de légumes. Il n'y a pas de problème sur le reste. Parce que c'est la hantise, le légume, c'est la hantise des jeunes, en majorité. Nous, on arrive, on a des cagettes de légumes de saison magnifiques, que moi, je trouve sublimes. Je n'ai envie de manger que ça. Et les enfants regardent en faisant... Alors, donc notre premier objectif très très simple à nous à l'école comestible, c'est leur donner envie de manger ces légumes, leur faire aimer les légumes. Derrière toi, il y a un poster Camille avec des blettes. Voilà. Les blettes, ça doit faire partie un petit peu blettes, le fenouil, la betterave, le chou rave. C'est des légumes mal aimés ou complètement inconnus qu'on fait redécouvrir aux enfants. Par quel biais concrètement, par quel biais En leur faisant cuisiner, en leur faisant planter, cultiver au potager et en leur faisant cuisiner. Il n'y a que cette solution-là. C'est eux qui préparent et on leur apprend à les préparer eux-mêmes et c'est en faisant qu'ils apprennent non seulement les techniques culinaires très simples de l'assaisonnement, des découpes, etc., mais c'est aussi comme ça qu'ils apprennent que ça leur donne envie de goûter. C'est quoi la clé d'entrée ? Comment on fait pour qu'un établissement accepte de dédier du temps, de dédier de l'espace ? En l'occurrence, si on se parle d'un potager, de choses comme ça, comment ça marche ? Il faut y aller avec un bâton de pèlerin et c'est un par un ? Oui, alors on y va avec un peu un bâton de pèlerin, mais aujourd'hui, il y a une vraie volonté globale d'implémenter plus d'éducation à l'alimentation dans les écoles. On est en train de se dire que le gouvernement fait quelque chose dans ce... C'est rare d'entendre des trucs comme ça, fait plaisir. Si c'est le cas, ça fait plaisir. On va pas dire que c'est encore dans l'action, mais il y a une incentive. Il y a une incentive de l'éducation nationale dans des textes qui dit c'est bien. Ça fait partie de toute cette approche autour du développement durable. Le développement durable est au programme. Oui, bien sûr. Mais c'est encore très très vague. Et surtout, nous, ce qu'on constate à l'école comestible, c'est que c'est bien de le dire, mais les enseignants ne savent pas du tout comment faire. La plupart, à moins d'avoir une passion personnelle, être bien cuisiner à la maison, etc., ou faire un peu de jardinage à la maison. Ils savent pas comment aborder cette thématique. Ils savent pas comment faire, et ça leur semble insurmontable. Parce que il faut mettre des outils, on met le bazar dans la classe avec des épluchures, de la terre, des trucs, donc faire entrer plein de légumes bio frais en direct des producteurs dans les classes. Du coup, c'est le bazar. Mais c'est un beau bazar, hein. Mais donc il faut leur donner les clés pour faire tout ça. Donc on accompagne en fait les équipes pédagogiques qui se signalent en disant nous on aimerait bien faire un truc, mais on sait pas comment. Vous pouvez nous apprendre. Par contre, il faut une vraie volonté des enseignants, de l'équipe pédagogique en général, du directeur et même des animateurs, parce que les animateurs, on va en parler, j'espère, sont clés dans le rôle, dans le temps méridien de la cantine. Mais donc former tous ces gens-là à accompagner les enfants, à découvrir le goût, à se familiariser et à apprendre à aimer en fait les légumes. Finalement, nous, ce qu'on essaye de faire à la base de base, c'est d'accompagner les enfants à mieux aimer les légumes. Ok, donc ce que tu me dis, c'est que vous construisez le théâtre et qu'à l'intérieur de ce théâtre, il y a aussi des acteurs qui peuvent intervenir. Et là, c'est Guillaume, en l'occurrence. Et toi, Guillaume, c'est quoi ? Quels sont les leviers ? Parce que là, pour le coup, on circonscrit et on est sur le temps de la table. Oui. Et toi, c'est quoi qu'est-ce que tu as dans ta trousse à outils justement pour amener les enfants vers les légumes en l'occurrence, puisqu'on se parle que de légumes ? On les amène vers les légumes à ce qu'on appelle les plats plaisir. Une pizza peut avoir des légumes, on peut faire une pizza aux légumes. Ça va passer. T'es en train de me dire que t'as des actions dans les trucs de fromage râpé en quantité. On fait des trucs hyper cheesy. Mais non, et dessous, des légumes, pas du fromage râpé. Il y a des courgettes dessous. Non, mais voilà. Mais ça, c'est quelque chose que je fais, moi aussi, avec mes enfants à la maison. Donc, c'est quelque chose que je reproduis aussi à la cantine. On voit sur cette affiche des légumes de saison, le fenouil. Mes enfants mangeaient pas du tout de fenouil il y a 3-4 ans. Et puis, je me suis mis à racheter du fenouil, je ne sais pas pourquoi. Et on arrive à le cuisiner dans des ratatouilles, dans du riz pilaf, dans des pâtes aux légumes. Enfin voilà, on arrive à leur faire amener à goûter, en tout cas les légumes. Et pourquoi pas après les apprécier. Un carton maintenant, c'est à la cantine, c'est le gratin de courgettes. Le gratin de courgettes, ils en raffolent.
on a plein de solutions pour leur faire goûter les légumes. Et puis, ça passe aussi par le multi-choix. Il faut proposer plusieurs choix aux enfants. Voilà. J'ai visité un établissement scolaire il y a quelques temps. Alors, c'est vrai que ça se fait pas beaucoup, mais tous les jours, il y a une proposition d'un féculent différent et d'un légume ou deux légumes à côté. Et ce sont les élèves qui se servent eux-mêmes. Alors évidemment, là, si on est sur un public de collégiens, de lycéens, plus âgés. Est-ce qu'on pourrait amener un public plus jeune à le faire? Pourquoi pas? Avec du temps, parce que ça leur apprend aussi une certaine autonomie à ce niveau-là. Et leur laisser de l'autonomie, c'est leur laisser le choix. Et leur laisser le choix, c'est de leur laisser le choix de pouvoir apprécier quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et après, on sait très bien qu'il faut faire goûter de nombreux choix pour qu'un enfant commence à apprécier les légumes. Oui, chaque parent qui écoute, et moi le premier, se projette en imaginant ses enfants, se servir eux-mêmes par exemple. C'est pas encore, effectivement, il faut un peu d'apprentissage. Mais aller de soi-même, se servir des légumes avec un peu de féculent, pourquoi pas? Mais je vous garantis que si c'est eux qui l'ont fait, oui. En plus, il y a ce côté. Ils iront beaucoup plus vers le légume et ils serviront les autres aussi. On se parlait, c'est possible, forcément. Ils seront plus impliqués, donc le fil, on n'a plus qu'à tirer le fil après, en théorie. Là, on se parle justement des leviers que chacun peut mettre en place. Est-ce que vous pouvez faire un petit flashback et m'expliquer ce qui vous a motivé à l'origine pour justement les activer? Parce que on se le disait, il faut des gens, il faut des animateurs pour les porter sur le terrain, et Guillaume en fait partie, mais ils sont pas nombreux, parce qu'effectivement, les gens qui doivent faire de la restauration collective, et on va en parler après, c'est peut-être ça le problème, sont pas investis, impliqués, pas formés, et ne voient pas forcément la vocation de leurs gestes au quotidien. Qu'est-ce qui vous, chacun dans votre ligne, dans votre couloir, vous a fait dire à un moment, ça coince, et je voudrais faire quelque chose? Moi, c'est un chemin assez évident. Ça, je suis journaliste culinaire. J'ai commencé à beaucoup parler de l'origine des produits, de l'agriculture, des paysans, etc. Et à un moment, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est franchement la conclusion sur laquelle on tombe à chaque fois. D'ailleurs, Guillaume, dans les premiers mots de Guillaume, c'est ce qu'il a dit. Il faut éduquer les gens à mieux manger. On peut pas juste leur dire mangez mieux, achetez bio. La réaction initiale qu'on va avoir, c'est ça, c'est pour les bobos, c'est trop cher, je peux pas, et puis j'ai pas le temps. Et puis je sais pas comment faire. Et puis j'ai pas comment faire. Voilà. Donc, pour justement faire tomber toutes ces barrières, on commence à la racine. On commence, à l'école. On commence à l'école. Et en fait, ayant moi-même des enfants et les ayant pas trop mal éduqués à bien manger, ayant vu un peu ce qui se passait à l'école. Ayant par ailleurs un peu une connaissance, un bon réseau de chefs aussi qui pouvait nous aider à mettre ça en place, ayant aussi vraiment l'envie de m'engager sur un truc un peu plus actif que juste l'écriture dans un magazine, même si j'adore ce job, ça, à un moment, c'est juste sorti comme une évidence de créer cette association. Et c'est aussi sorti au moment, je crois, où vraiment c'était le bon moment. Et donc, on a été ralliés très, très rapidement par un grand collectif qui, à la fois, de chefs, de jardiniers, d'agriculteurs, de chercheurs, d'enseignants, de nutritionnistes, qui avaient envie de vraiment d'œuvrer pour le mieux manger, pour apprendre aux enfants à mieux manger dans tous les sens du terme. Et pour nous, vraiment, ça va de la graine au compost. Donc, on fait aussi bien des ateliers potagers que des ateliers culinaires, que des ateliers compost, on pense à l'après, des ateliers autour de la terre. C'est vraiment en lien avec la nature, avec l'écologie, avec d'où ça vient, comment ça pousse et comment ça arrive dans nos assiettes. Ah oui, on se parle de culture. Hein. Voilà, il faut que l'enfant comprenne tout ça pour que quand il arrive dans la cantine et qu'il voit dans son assiette un gratin de courgettes cuisiné par Guillaume, il apprécie non seulement le talent culinaire de Guillaume, mais aussi cette courgette qui a été cultivée par quelqu'un qu'on peut identifier peut-être, qu'il a rencontré par le passé, qui se dit c'est du travail en fait. Quand un enfant voit aussi comment ça pousse et le travail que c'est d'être un bon agriculteur, d'être un agriculteur qui met pas de produits chimiques dans ses champs, qui soigne ses plantes, il y a un respect qui naît, c'est la première chose. On le voit, il y a un respect qui naît pour ce travail de maraîcher, etc. Et ensuite, il y a du fun aussi.
Les enfants s'amusent énormément dans les ateliers de l'école comestible. Ça s'éclate, quoi. C'est coloré, c'est bariolé, on rigole, on goûte, on échange, on discute. C'est vivant. C'est vivant. En fait, on travaille le vivant, donc c'est vivant. Et ensuite, c'est très simple. Quand on arrive dans une cantine où les choses sont bien faites, où il y a des propositions avec du goût, qui sont aussi faciles à décrypter pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est de la courgette. Voilà. Ils savent. Moi, je suis contre l'idée de cacher les légumes dans des trucs qui n'ont plus rien, qui n'ont plus de la courgette dans un gâteau sucré, par exemple. Je suis totalement contre. Il faut que les enfants sachent que c'est de la courgette, qu'on leur ment pas. Il faut pas mentir aux enfants. Il faut leur faire goûter la courgette en leur disant c'est de la courgette. Mais tu as appris à l'aimer. Tu sais ce que c'est. Et là, ça marche. Et ils se mettent à dévorer les gratins de courgettes. De Guillaume. Et après, du côté de Guillaume, mais pardon, je te laisse parler après, mais il y a aussi, du côté des cuisiniers, des cantiniers, une sensibilisation à faire sur le goût. Parce qu'on leur apprend beaucoup, les approvisionnements, l'équilibre nutritionnel, à cuisiner en masse. Ouais. Oui. Mais le parfois, goût. on oublie, ouais. Parfois. Il est totalement laissé pour compte. C'est ça. Guillaume, c'est venu comment cette envie, toi, de faire autrement, peut-être? Autrement, alors, quand je suis arrivé là où je travaille, il y avait déjà une envie de bien faire à ce niveau-là. Et en fait, ce qui amène à donner du goût à des légumes, c'est aussi cette notion de gaspillage alimentaire qui est important, qui est présent en restauration scolaire, en restauration privée, c'est encore pire. Ouais. C'est un sujet incroyable, et quand on lutte contre ce gaspillage alimentaire, on fait des économies, en fait. C'est un cercle vertueux. Et on peut pas, du coup, lutter contre ce gaspillage alimentaire si, justement, on prend pas soin de faire des bons légumes et de leur donner du goût. Et dans ce sens-là, il y a tout ce côté aussi communication. Alors moi, je le fais d'une façon un peu plus humoristique, avec dynamisme sur les réseaux sociaux. Mais communiquer aux élèves ce qu'ils ont dans leur assiette, et ça démocratise un petit peu, ça, j'ai pas le terme, mais ça vulgarise un petit peu tout ce côté production. Ils se rendent compte, parce mais que encore faut-il en avoir connaissance pour que tu puisses le traduire toi et créer ce lien et le dire. Faut-il savoir d'où viennent les choses. C'est ça. Et puis c'est pareil, faut leur faire prendre conscience, que cuisiner tout simplement, ça prend du temps. C'est du temps, et quand ils vont se rendre compte que ça prend du temps, ils vont peut-être faire plus attention aussi à ce qu'ils mangent. Enfin, voilà. Et c'est quoi aussi le problème de tout ça? C'est que dans leur maison, les parents ne prennent plus le temps non plus. Le faire le midi, le faire le soir, le faire le week-end. Oui, mais non, il y a des parents, il y a des étudiants, malheureusement, qui ne font pas. Alors que les étudiants, c'est un vrai sujet, parce que les étudiants ont très peu d'argent. Or, il n'y a rien de moins cher que de faire à la maison, ouais, c'est ça. De moins cher et de plus sain. Oui. Les étudiants ont à la fois peu d'argent et sont pas forcément en très bonne santé, du coup. Oui. Parce qu'en général, ils mangent que des nouilles chinoises, quoi. Oui, c'est ça, ou des pasta box. Ouais, voilà. mais alors que s'ils apprennent à se faire une pasta avec une petite sauce tomate, même en boîte, au basilic, avec 2-3 herbes, des choses brutes et fraîches qu'ils ont pu trouver, ça sera moins cher et meilleur au goût et à la santé. Mais c'est ce chemin qu'il faut faire. Voilà. Ouais. Quand je vous entends parler d'un côté avec l'école comestible, de l'autre côté dans la cantine de Guillaume, j'ai un peu l'impression qu'on se parle de paradis qui ne sont absolument pas représentatifs de l'entièreté. Je sais pas comment on parle, si on parle de parc cantinier ou pas, mais en tout cas moi j'ai des souvenirs de cantine où je me disais que c'était un peu moins exalté et que les gens étaient un peu moins impliqués. Comment vos démarches sont prises de manière générale par l'administration, par les dirigeants d'école? Est-ce que vous sentez une curiosité de la part d'établissements? Est-ce qu'on vient vers vous? Est-ce que ça crée de l'émulation? Alors, d'un côté l'association, de l'autre côté peut-être aussi les réseaux, on va en parler après des réseaux. Comment ça résonne globalement vos démarches? Ça résonne beaucoup, de plus en plus. On est très sollicité par les écoles. Il y a maintenant même des académies, des rectorats qui viennent nous chercher pour faire des expérimentations sur le terrain, sur le territoire. Nous, on est déjà depuis 5 ans à 3000 ateliers réalisés en école,
dans les classes, 20 000 enfants sensibilisés. Enfin, ça. On se rend pas compte, mais c'est déjà énorme. Oui, c'est déjà énorme. Ouais. Bon, il y a 50 000 écoles primaires en France. On a encore du boulot. mais on avance et je pense que ça commence un petit peu à se savoir. Ce qui fait peur et ce qui du coup peut être un frein, c'est que on propose pas juste un truc simplissime, réducteur, puisque on a un parcours d'atelier qui va de la terre à l'assiette et que pour nous il y a l'éducation, on l'appelle l'éducation comestible, ne peut pas aller sans ça. Ça peut pas être partiel. Ça peut pas être partiel. Et donc souvent les enseignants, les directeurs d'école sont intéressés. Ça nous demande un petit peu comment ça fonctionne et se dit ça demande beaucoup d'engagement. Nous on voulait juste que les enfants mangent bien et qu'on fasse pas. On voulait juste faire un atelier anti-gaspi. On en a des ateliers anti-gaspi. Ouais. On dit oui, mais l'atelier anti-gaspi, il va d'abord avec la découverte des légumes et puis aussi avec comprendre ce qu'est une graine et puis comprendre comment on pousse une graine. Bref. Vous êtes exigeant quand même. Alors que on est hyper exigeant et de dire voilà, ça marche. On est hyper exigeant et on est hyper ambitieux. Mais en fait, faut pas lâcher cette ambition. Et du coup, là où ça marche, c'est quand on a des équipes pédagogiques qui s'investissent vraiment. On a en ce moment une école dans le 13e arrondissement à Paris qui on a été approché par les enseignantes de cette école il y a 2 ans, qui nous ont dit nous ce que vous faites nous passionne et on voudrait le faire nous-mêmes. Vous pouvez nous montrer comment on peut le faire nous-mêmes? Alors là, on a dit banco, on y va, on les accompagne. Donc ça fait 2 ans que cette école, et je vais la nommer parce que franchement, elles font un travail extraordinaire. C'est l'école CUS, KUSS, dans le 13e arrondissement, dans une école, dans une zone en REP plus, en plus. Et ces enseignantes se sont concertées ensemble pour créer un programme. Chacune s'est emparée d'un sujet. On les a formées chacune sur une thématique de nos ateliers. Donc les légumes, l'autre, l'anti-gaspi, l'autre, et ainsi de suite. Et du coup, chacune va faire les ateliers dans les classes des autres. Elles décloisonnent leurs classes et elles font ça. Et donc, les enfants sont bénéficiaires des 6 ateliers. Et on voit vraiment une dynamique extraordinaire dans cette école. Quand les enseignants s'emparent du truc, nous, on est là, comme des facilitateurs, comme des accompagnants, pour leur montrer que c'est pas si compliqué. Ça a un coût très bas. Si on n'a pas besoin de payer nos animateurs à nous, c'est-à-dire que dans le cas d'une école comme ça, nos animateurs, animatrices, on les rémunère pour un atelier, celui qu'elles vont montrer en démo aux enseignantes. Ensuite, il y a un exemple. Voilà, comme un exemple. Et ensuite, c'est l'enseignante qui fait. Il y a un petit coût pour acheter des denrées alimentaires, mais ça, on a une idée. C'est qu'on aimerait bien faire un partenariat avec Biocoop ou des AMAP pour pouvoir faire venir des produits gratuit, récupéré pour l'école, comme ça l'école n'aurait pas à payer ça. Et l'autre coût, mais franchement il s'amortit en 1 an, c'est le matériel, le petit matériel. Mais on est hyper low-tech, donc c'est des planches, des petits couteaux, des ciseaux, quelques râpes, et voilà. On n'utilise pas de four, enfin on fait beaucoup de cru, beaucoup d'assaisonné, beaucoup de fermenté. Donc du coup en fait ça coûte pas grand-chose de mettre ça en place, ça demande juste du temps aux enseignants. Et ça, c'est là où le bas blesse aussi, parce que les enseignants sont déjà débordés et sont pas toujours, voilà. Il faut qu'ils soient motivés, qu'ils aient envie. Et puis même, ça fait peur de voir du matériel de cuisine, comme tu disais tout à l'heure, arriver dans une classe avec des beaux livres. C'est-à-dire que vous investissez les classes, c'est pas juste, les enfants ne vont pas se contenter d'arriver. En général, on essaye d'avoir une salle séparée de la classe. Pour pas mettre le bazar dans les cartables et les trousses. Parfois, on s'installe dans les réfectoires. J'ai trouvé un navet dans la trousse de mon fils. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et encore, bravo, vous avez reconnu un navet. Parfois, on s'installe dans les cantines quand on peut. C'est super, et ça nous permet d'avoir des dynamiques collectives avec on investit les cantinières qui nous regardent, on leur dit venez, goûtez les plats, qu'est-ce que vous auriez mis à la place, ça. Et là, on démarre des petites dynamiques. Mais on essaye de trouver des zones un petit peu hors de la classe, mais c'est sur le temps scolaire. Toi, Guillaume, comment ça a été pris? Comment c'est pris? Quels sont les retours? On te connaît sur les réseaux. Moi, il y a même des gimmicks. Je rigolais encore et je te montrais une vidéo de toi, la mère de mes enfants, hier. Comment c'est pris, justement, ta démarche? Quels sont les retours que tu as, toi? J'ai des retours incroyables parce que ça a démarré d'un rien, comme je le disais tout à l'heure. Et à force de... Enfin, de rien de quoi? À quel moment on décide de prendre son téléphone alors qu'on est cantinier, que
a priori personne ne vous regarde jamais, personne ne vous considère jamais. À quel moment on se dit tiens, moi je vais retourner le téléphone et dire c'est peut-être pas con de regarder ce qu'on fait parce que c'est aussi ce qui concerne vos enfants. Oui, alors c'est pas un rien en fait. Non, c'est pas un rien, mais c'est un tout. C'est que j'ai un côté, je fais du théâtre. Enfin, ça n'a rien à voir avec la cantine du coup, mais je fais du théâtre en amateur moi, dans ma vie privée. Voilà. Et j'ai cette culture humoristique. Enfin, j'ai beaucoup écouté les grands humoristes de Vos. Coluche, les nuls, les inconnus, tout ça. Et c'est pour ça que je ressors des références des inconnus. Le bien, pas bien, il vient des inconnus. Forcément, quand je juge le gaspillage alimentaire dans mes vidéos. Et c'est venu parce que les enfants, je me suis rendu compte qu'au lycée, même avec les menus qui étaient affichés en gros sur Pronote. Partout, et quand ils arrivaient devant la ligne de self, ils savaient pas trop ce qu'ils mangeaient des fois. Donc j'ai commencé à prendre mon téléphone comme ça, dire attention, si tu vois ça aujourd'hui, c'est pas du haricot blanc, c'est des petits pois. J'exagère, mais non, on me confond des fois encore les haricots verts avec des petits pois. Enfin, ça paraît incroyable, mais ou alors du blé avec du boulgour, c'est un peu plus c'est un peu plus poussé, mais ou alors des pâtes avec du riz avec du blé, voilà. Donc ça a démarré comme ça, et après j'ai commencé à filmer les coulisses pour montrer le temps que ça prenait aussi, les quantités qui étaient impliquées, et la question du gaspillage à laquelle on s'attelle depuis déjà de nombreuses années. Je l'ai mis en lumière grâce à ça, voilà, c'est un format court, c'est moins d'une minute à chaque fois, ça va vite, c'est gaspillage alimentaire, bonjour si tu veux, enfin voilà. C'est un côté, c'est de la prévention en gros, et puis il y a un message derrière pour dire, et voilà, si on peut le faire, on va pas s'en priver. Ça résume un petit peu parce que je considère que si nous, on peut le faire, ça peut s'aimer. Et si des écoles, on rebondit sur le sujet de ton école à Paris, là, les enseignants se sont impliqués, si ils peuvent le faire, pourquoi les autres le font pas? C'est ça qui fait rêver dans votre histoire. Mais voilà, quand on le voit, on se dit que peut-être demain, il y a une forme d'espoir et que ça peut se diffuser. C'est ça. Et après, alors comment ça a été pris vis-à-vis de ma hiérarchie ou du public déjà de ta hiérarchie, oui, parce qu'on s'imagine pas qu'on puisse prendre un téléphone comme ça. Il y a peut-être un directeur d'école qui dirait, mais attends, t'es gentil, mais tu vas pas sur Instagram. Non, c'est vrai. Après, j'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, je dirais. Parce que d'où l'intérêt toujours d'avoir une équipe qui accompagne et qui est impliquée à tous les niveaux. Je l'ai amené de façon pédagogique, on va dire. Et voilà, si je commence je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait une vidéo qui a fait 1 million de vues sur TikTok. On me regarde avec des grands yeux comme ça. Qu'est-ce qui se passe? T'es sur TikTok, on est dans un lycée. Je fais attendez, le message, il y a un vrai message. Il y a un vrai message et je prends mon téléphone, ça prend 20 secondes. Après, il y a même pas de montage, c'est artisanal. Mais c'est une parole d'enseignant, ça, tu t'en rends compte. Ça, c'est vraiment, il y a un vrai truc de vouloir enseigner, de vouloir montrer, voilà, c'est ça. C'est un côté, de vulgarisation de notre métier qui est pas quand on en parle dans les médias. C'est toujours des top chefs autour de la restauration gastronomique. Enfin, il n'y a pas quand on parle de la cantine, c'est des reportages. À l'époque, c'était des reportages. Ouais, il s'est passé ça à la cantine. Ouais, c'est pas terrible. et les lycéens, du coup, tu dois vraiment, ils doivent t'adorer parce que qui te regarde, sur les réseaux. Alors, au départ, ça a commencé en 2021. Le compte Guillaume Le Cantinier, c'était les lycéens. Évidemment de mon lycée. Après, ça s'est étendu aux lycéens des autres lycées. Après, ça a été les collégiens. Et quand après, j'ai eu quelques médias qui se sont intéressés à mon personnage et à ce que je partageais, ils m'ont conseillé de créer des comptes sur Instagram, Facebook, YouTube. Et du coup, c'est un public de nostalgiques de la cantine, de parents, de grands-parents. Oui, c'est ça, du coup. Et je touche un petit peu tous les publics maintenant. Voilà. Et il y a et des collègues aussi. Des collègues. Oui, je vois que tu fais des battles maintenant. Oui, on fait des battles. Les cantiniers en EHPAD s'y mettent aussi. Voilà, c'est quelque chose de bon enfant. Ouais. Et on se dit que si eux ils le font aussi, c'est parce qu'ils peuvent le faire. Et donc ils partagent aussi leur image à leur façon. J'ai un collègue, c'est Racnor 50, c'est Yann Morisseau, il est dans le Cotentin. Lui, il partage des recettes de cantine.
il met les recettes précises, voilà. Avec les grammages, tout ça. Avec les grammages. Si jamais demain on accueille 200 personnes à la maison. C'est hyper précis. J'ai mon ami Jean-Paul Terrus qui est chef dans le Sud aussi, qui partage son quotidien. Voilà, lui il a la chance d'être à Montsarton, donc là-bas il y a un territoire qui est bio, local. Montsartou. Ah ouais, voilà. Excusez-moi pour la prononciation. Montsartou, il est dans le collège là-bas et ouais, il partage aussi. Donc. On en revient à un truc important et c'est la notion de l'ambassadeur. En fait, est-ce que le problème il est pas là, c'est-à-dire que certes les enseignants doivent comprendre qu'il faut faire un petit glissement en termes d'enseignement peut-être et que cette thématique elle est pas inintéressante à aborder, mais à l'intérieur de ce temps circonscrit de la cantine, il faut des ambassadeurs, des cantiniers éclairés. Oui. C'est un vrai problème ça en fait. Ça c'est un vrai nœud. C'est le sujet et puis je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les animateurs aussi. Parce qu'il y a un troisième acteur au sein de l'école, celui outre qui dit l'équipe pédagogique et voilà, ceux qui disent chut, tais-toi, mange ta soupe et voilà. Bon, ces gens-là, il faut qu'ils apprennent à dire autre chose. Faut qu'ils apprennent aussi à accompagner tout le travail que nous on fait dans les classes et que les équipes comme celle de Guillaume font à la cantine, parce que moi j'ai vu des trucs trop tristes, des équipes cantinières qui font un bon travail, il y a des choses sympas à manger sur le plateau, mais les enfants ont besoin de prendre leur temps, etc. Et il y a derrière une équipe de surveillants, je sais pas si au lycée comment on les appelle, mais les pions, etc. Enfin bref, dont le seul rôle c'est dépêchez-vous, il faut passer au service suivant, pas de discussion, vous faites trop de bruit, tais-toi et mange, bon bah si t'as fini tu te casses, ça. Alors la convivialité là n'existe plus, il y a plus de temps de plaisir du repas, c'est que de la fonction et on perd voilà, là l'enfant le jeune n'a aucune possibilité en fait de se renouer avec le goût, le plaisir de manger, etc. Pourquoi pas communiquer encore plus sur ces ateliers de cuisine pour montrer aux enseignants que c'est possible. Oui, c'est ça. Il y a peut-être des créateurs de contenu qui seraient intéressés par le fait de faire ça, de partager ce que l'école comestible fait au quotidien pour le démocratiser aussi. Et pour dire aux enseignants, voilà, ça, s'ils peuvent le faire, ouais, vous pouvez le faire. Ouais. Mais c'est là où c'est complexe, parce qu'il n'y a pas que la volonté des enseignants ou des cuisiniers. Bien sûr. Il y a aussi des volontés. Il faut une volonté politique. Oui. Parce que il faut que ces mondes se parlent. Sujet sensible, voilà. Attention. Hein. Oui, en ce moment particulièrement. Mais il faut que ces mondes se parlent. Il faut que tout ce qui est le temps périscolaire et surtout la cantine dépend du temps de la collectivité. Donc il faut aussi une implication politique. Donc il faut que la collectivité territoriale se mette à parler avec le ministère. Déjà, compliqué. Et puis il faut que ces élus, ces politiques trouvent aussi des moyens de passer, de surmonter, de désiloter tout ça. Alors c'est quoi les grands sujets ? Les grands sujets ? Le gaspillage. Ouais, le gaspillage alimentaire. Ouais. Ils sont infernaux, ces chiffres du gaspillage alimentaire. De mémoire, c'est 15 000 € dans une cantine scolaire de 600 élèves par an qui partent à la poubelle. C'est plus de 100 grammes par plateau, en moyenne. Ah tiens, j'ai une idée, 15 000 €, c'est au moins 2 programmes de l'école comestible avec toute la totale, hein, le potager mis en place, etc. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est qu'on se dit, en fait, l'argent, il est lié. En fait. Voilà, moi, quand je suis arrivé dans la cantine où je travaille, il y avait déjà la question du gaspillage alimentaire qui était là, mais on n'avait pas encore toutes les clés. On était à 80 grammes, ce qui était déjà très bien. On parle de quoi, 80 grammes par plateau ? Par plateau, ouais. Ce qui est pas beaucoup, hein. Ce qui est déjà pas beaucoup par rapport à la moyenne nationale. Et au fur et à mesure de le travailler, de mettre en place des actions, on est passé une moyenne de 20-30 grammes. Donc, oui, il faut faire les actions nécessaires pour le faire. Alors, c'est quoi les actions ? Il y a plein de leviers, notamment tu parlais de Montsartou, qui est une municipalité que je connais bien, pour les avoir bien observés et leur fonctionnement, et qui est assez exemplaire. Pas forcément reproductible partout, mais assez exemplaire. Et notamment, eux, ils ont fait un travail, mais je pense que tu dois le faire aussi, c'est de proposer différentes portions
aux jeunes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a les. Oui, parce qu'on a tous le souvenir de la cantine où clac, c'est la louche, la louche qui tombe. Et donc, du coup, quand l'enfant en veut pas ou a pas faim, c'est inciter les enfants à goûter, mais avoir des portions vraiment petites. Ouais. Et puis ils peuvent revenir en reprendre s'ils veulent. C'est ça. Ça, déjà, ça marche très bien. Après, il y a aussi, ça marche plutôt dans les lycées que dans les écoles primaires, mais le self-service qui peut permettre aux enfants de prendre ce qu'ils ont envie de manger. Sortir de cette uniformité. Il y a des choses trop uniformes dans les restaurants scolaires, sur les entrées. Alors, le salad bar, c'est très bien pour ça. Ouais, le salad bar. Les gens composent leur petite assiette. Il y a même des gens qui passent au salad bar dessert, ce qui se voyait pas il y a une dizaine d'années. Et quand on commence, ça commence par là, les luttes contre le gaspillage alimentaire. C'est la bonne nourriture d'abord, la qualité, la saisonnalité, les portions. Et après, au fur et à mesure, on arrive sur le pain. Sur le pain, on est un cas d'école sur le pain, mais on a vu la différence. Avant, on était au petit pain individuel et on est passé au pain à la coupe. Alors, on a dépensé, on a acheté une machine qui coûte 1 500 €, mais on jette plus de pain parce que voilà, ils se servent une tranche, 2 tranches, 3 tranches, 4 tranches, et ils en jettent plus. Et voilà. Et c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Et après, il y a tout le côté prévention où on fait des sondages, on monte des équipes anti-gaspi pour impliquer l'élève. On pèse évidemment pour le côté préventif, quand ils voient ce qu'ils jettent. Qu'ils comprennent, ouais. Il faut mettre en place des tables de tri pour que l'élève soit impliqué aussi dans son gaspillage. Ouais. Si c'est l'agent, la prise de conscience. Si c'est l'agent qui travaille, qui débarrasse l'assiette, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Donc voilà. Et pour démarrer la lutte contre l'anti-gaspi, faire en sorte que ce soit bon. Ah oui, oui. Parce que encore une fois, on peut mettre en place toutes ces mesures dont vient de parler Guillaume. Oui. Si sur le plateau, il y a deux choses. S'ils sont pas sensibilisés et justement incités à goûter des nouveaux trucs qu'ils connaissent pas forcément, et par ailleurs, si c'est quand ils goûtent, c'est mauvais. Là, de toute façon, échec. C'est fini. Ah oui. Et tout part à la poubelle. Tout ce process-là, toute cette montée en niveau de la restauration scolaire, c'est plus en montrant le bon et ce qui se fait de mieux qu'on va avancer. C'est pas en faisant le contraire. Alors, j'ai des exemples j'ai des SOS plateaux de cantine des fois où il y a des mauvais exemples, des pâtes trop cuites où là je peux pas passer à côté. Mais quand on sert encore en 2024 du poulet cru à l'intérieur et cramé. J'ai vu ta vidéo. Et voilà. Alors on source la photo évidemment parce que là je l'ai vraiment sourcé cette photo et je sais d'où elle vient en plus. Et je l'ai pas dénoncé publiquement, mais j'en ai quand même parlé parce qu'on peut pas faire ça dans les restaurants scolaires. C'est pas possible. Déjà c'est dangereux. Enfin d'un point de vue intoxication alimentaire, le poulet cru on est dans des. Mais au-delà de ça, on va pas se déplacer dans des établissements pour leur donner des leçons quoi. C'est plus à eux de nous observer. Et c'est à eux d'avoir aussi l'idée de faire bien. Nous, on montre le bon exemple, mais on peut pas. Après, il y a des associations qui existent pour être mis sur les rails. Il y a des associations qui existent, qui prennent le relais là-dessus, mais moi, quand on me demande, viens dans mon lycée pour améliorer les choses, je dis je suis pas Philippe et je te beste. On pourrait ajouter à tout ça encore d'autres choses. Je pense que alors Guillaume pour le coup est un mauvais exemple parce que je pense qu'il aime son métier, mais aujourd'hui justement parce que il y a beaucoup de cantiniers qui sont complètement dépossédés de leur travail parce qu'on leur met c'est des plats qui arrivent en liaison froide d'ailleurs, qui sont faits dans des cuisines centrales, etc. Tout le job de cuisinier devient un job de réchauffer des grandes plaques dégueulasses. Ces personnes-là n'ont plus de raison d'être autre que juste donc ça va être des personnes tristes, déprimées, qui ne se respectent pas, qui du coup vont pas forcément respecter les enfants non plus. Oui. Donc mais l'instant où on redonne un peu de pouvoir à ces gens-là et aussi de savoir-faire. Le savoir-faire, il faut rééduquer aussi et resensibiliser ces personnels-là. L'instant où on leur donne en fait cette fierté, c'est quelque chose ça fait boule de neige. Les enfants s'en rendent compte, réagissent, leur font des commentaires positifs sur le plat, ça les valorise, ça valorise les enfants, etc. Il y a un rapport humain. Nous, on a un principe. Tout à l'heure, tu demandais c'est quoi nos valeurs. On a des valeurs humaines très fortes. On a un point commun. De l'humain. On a un point commun. On est journaliste et je voulais justement qu'on finisse là-dessus pour savoir ce que
en fait, ça pouvait diffuser, parce que quand on vous écoute, on imagine que ça génère de l'espoir. Toi, Guillaume, on t'appelle, on te dit, viens. Vous, quand vous intervenez dans les écoles, j'imagine que ça crée une émulation. Ouais. Est-ce qu'humainement, vous le percevez justement parmi le personnel? Qu'est-ce que ça génère, ce sentiment de prendre en main un sujet, de se sentir utile et puis de lui donner de la valeur, du sens? Est-ce que vous l'observez, ça? Toi, Guillaume, par exemple, on voit les gens qui sont... On sent que autour de toi, ton équipe, pour plein de raisons. Parce que c'est drôle, parce que c'est sympa, parce qu'il y a des vidéos et puis... Ça passe en fait. Oui, c'est ça. Bah oui, je m'en rends compte au quotidien. Même les élèves, les profs le voient. Et même quand je vais dans d'autres établissements, je vois quand ça se passe bien. On se rend compte que quand on va visiter d'autres établissements, il y a cette dynamique qui est déjà en place. Et quand il y a une bonne dynamique, il y a une bonne ambiance. Alors, ils font pas tous des vidéos, bien heureusement, mais voilà, il y a de l'entraide, il y a tout ce côté-là, et de toute façon, quand on est dans une bonne démarche, ça déroule. Ouais. Ça touche tout le monde. Et ça traverse le pass, ça passe. Ça touche tout le monde, et voilà. En fait, on est dans un système en France de restauration scolaire où il y a trop de décideurs. Il y a trop de décideurs. Un des meilleurs systèmes de restauration scolaire au monde, c'est dans un pays nordique, donc ça va être la Suède ou la Norvège. Donc c'est uniquement la commune qui s'occupe de faire à manger de la maternelle aux lycéens. Donc alors, c'est des énormes cuisines centrales, tout est centralisé, mais il y a des nutritionnistes, il y a du matériel, il y a des... Et c'est géré à une échelle locale. C'est géré, mais par contre, c'est géré à une échelle locale. Et tout ça pour dire qu'il y a un décideur, c'est la commune. En France, on a les régions pour les lycées, on a les départements pour les collèges, on a les mairies pour les écoles primaires et maternelles, on a les sociétés de restauration privées qui viennent à côté de ça. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des situations Enfin voilà, on peut pour arriver tous au même niveau, il y a du boulot. Il y a du boulot. Ou multiplier les initiatives locales et voilà. Il faut que, énormément de décideurs. Il faut que chacun, qu'il y ait beaucoup de décideurs. Pour moi, c'est pas forcément un problème si chacun prend ses responsabilités. Oui, c'est ça. Si les gens se mobilisent localement, petit à petit. Mais nous, on voit, il y a quelqu'un qu'on a oublié dans l'équation. C'est les producteurs, les agriculteurs qui fournissent les produits. Je crois qu'une des solutions fondamentales pour que les cantines soient meilleures, globales, c'est de les impliquer. C'est de changer le système d'approvisionnement des cantines qui maintenant est soumis au marché public, etc. Oui. Et qui donc ouvre la voie à plein d'excès et de mauvais sourcing. Et de trouver des solutions dans les écoles pour que l'école devienne une voie pour soutenir les agriculteurs vertueux. Un autre type d'AMAP. Un autre type d'AMAP. Mais un AMAP grand format qui fournirait la cantine, qui par ailleurs, dans des écoles en milieu défavorisé, pourrait aussi, pourquoi pas, imaginons, fournir des paniers pour les familles, en plus, à bas prix. Ouais, c'est un relais évident, voilà. Il est là. Il est là. Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on rend pas les écoles des super AMAP? Ouais, c'est ça. Et ça, franchement, ça permettrait d'avoir des bons produits, de soutenir une agriculture qui a besoin d'être soutenue, qui est la seule qui va vraiment nous nourrir. Enfin, moi, j'en suis convaincue. Et d'impliquer les familles, les enfants, etc. Nous, on est prêts, on est là. Si vous nous filez des paniers AMAP, on y va. On peut accompagner les cuisiniers à donner meilleur goût, les enseignants à insérer ça dans leurs apprentissages et à mettre un peu de joie dans tout ça, parce que c'est ce qui se passe. Nous, on le voit bien quand on arrive à mettre en place un programme qui marche dans les écoles où tout le monde est impliqué, ça infuse beaucoup de joie et de plaisir, aussi bien auprès des adultes, dans les équipes, auprès des parents qui viennent dans les ateliers aussi pour accompagner ça, et évidemment des enfants qui tout d'un coup s'éclairent complètement, c'est-à-dire qu'on n'est plus en train d'écrire des trucs dans des cahiers bureaux. On fait, on goûte, on s'amuse, on trie, on discute, on débat ensemble sur qu'est-ce qu'on a mis. Ah ben non, faut mettre plus ou moins de vinaigre dans la vinaigrette, et finalement ça. C'est la vie, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la vie. C'est un terrain de culture supplémentaire. Et tout le monde peut participer. Ouais. Donc, franchement, je pense que, voilà. Pour moi, c'est un peu les clés, quoi. C'est une très belle conclusion. À laquelle je rajouterais, alors, qu'est-ce qu'on dit? Bon appétit. Ah, bien. C'est marqué sur ton t-shirt, c'est pour ça. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on mange à la cantine à midi? On a envie de manger quoi dans votre cantine, là?
Chacun, respectivement, on aura envie d'avoir quoi? Qu'est-ce que tu veux sur ton plateau? Ah oui, moi, ce que j'aimerais manger, c'est à midi, à ta cantine idéale. À ma cantine. Parce que c'est l'heure de manger, là. Parce que en plus, j'ai faim. Moi, je veux ton gratin de chou-fleur. De courgettes. Moi aussi, j'ai envie de ça, tu m'as donné envie. Non, j'aimerais bien une petite salade de lentilles aux graines de sésame en entrée. En plat, qu'est-ce que j'aimerais en plat? Des lasagnes, j'adore les lasagnes. J'adore les lasagnes maison, parce que en cantine, on a souvent des lasagnes industrielles, mais le faire maison, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Et en dessert, je sais pas, un yaourt, un fruit, restons simples. Trop bien. Bon, à table. Merci. La simplicité, beaucoup. C'est aussi ça la cantine, ouais. Merci David. Bon, moi ce midi, c'était un steak frites pas terrible, et comme Camille, j'aurais préféré le gratin de courgettes de Guillaume. Les cantines d'entreprise ont aussi de la route à faire. En tout cas, vous l'aurez compris, s'éduquer à bien manger, c'est essentiel. Et si dans ce podcast vous entendez souvent des chefs parler de leur rapport aux produits, de l'attention qu'ils portent au sourcing, c'est parce que notre système a besoin d'évoluer, et cela vaut aussi pour les restaurants scolaires. Il s'agit donc de donner une vision saine du rapport à la nourriture, du rapport au vivant. Il s'agit d'aiguiser très tôt une conscience en même temps qu'un palais. À titre perso, c'est un vrai sujet avec mes enfants et je veille à ce qu'ils considèrent chaque repas qui leur est proposé. Bon, parfois je me retrouve de fait face à des tirs de barrage et clairement, je peux oublier l'idée de servir à ma fille, par exemple, un plat préparé. Et c'est tant mieux. Alors si comme moi ce sujet vous parle, suivez Guillaume sur Insta, @GuillaumeLeCantinier, et puis allez sur le site de l'école comestible pour découvrir leur travail. Vous pouvez d'ailleurs vous investir dans l'association, prendre part aux ateliers, et puis pourquoi pas, regarder ce qu'on propose à vos enfants chaque jour à la cantine, parler avec les associations de parents d'élèves, avec les responsables en mairie, car il y a toujours des choses à améliorer sur ce sujet qui est élémentaire. Allez, c'était un plaisir de vous retrouver et comme je vous le disais, en ce mois de rentrée, on accompagne les enfants à la table. Alors rendez-vous dans 2 semaines pour parler des enfants au restaurant. Et dès le mois prochain, on se retrouve chaque semaine pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire, un nouveau chef. Salut!